Bonsoir à tous. Alors merci évidemment à la New Cities Foundation de nous inviter à cette délicate invitation, enfin cette délicate discussion, et puis à Autodesk évidemment de nous accueillir. Je vais me permettre, on va dire, j'ai commis une petite présentation de votre travail, Odile, et de qui vous êtes. Pour ça d'ailleurs j'ai été aidé par quelqu'un que vous connaissez et aimez beaucoup, qui est Claire Petetin. Alors Odile Deck, vous êtes diplômée de l'école d'architecture de Paris, la Villette, et d'un master en urbanisme de l'Institut des sciences politiques de Paris. Vous fondez votre agence en 79 avec Benoît Cornette. Et première anomalie, Benoît est médecin avant d'être architecte. Donc vous allez travailler ensemble les différentes natures et échelles de la ville, les multiples types d'états urbains, au travers de projets d'architecture bien sûr, mais aussi d'urbanisme, et puis vous allez introduire le design très tôt, et ça c'était déjà une deuxième anomalie. Ponctuellement, vous allez intervenir dans le domaine de l'art, troisième anomalie. Je vais m'arrêter après. Donc votre binôme atypique, Odile et Benoît, Deck et Cornette, ou ODBC, comme on peut dire, effectivement, développe donc sur la scène architecturale française une stratégie assez originale et innovante. Alors c'est dommage qu'on ne puisse pas les montrer, mais on a retrouvé des archives assez amusantes, en fait, où on vous voit dialoguer avec Ardisson, par exemple. Donc vous êtes indubitablement décalé par rapport au milieu, on va dire, compassé des architectes français. Et vous passez notamment par les médias grand public comme la presse ou des émissions télé pour vous faire entendre. Ça ne se faisait tout simplement pas et ça a pu déranger. Ce positionnement offensif a vite fait de vous, Odile, une figure inhabituelle dans le paysage français. Alors Odile et Benoît, je me permets comme ça de vous appeler par vos prénoms. Vous trouvez plus d'énergie dans le long des années 80 et 90, dans la sculpture, dans la culture, dans la ville, et puis également dans cette culture un peu punk rock, non ? En tout cas plus qu'à Paris. Et évidemment, cela va se ressentir dans les esthétiques architecturales que vous allez développer dans vos différents projets, jusque dans votre look un peu identifiable. Bon, ça c'était anecdotique, je le reconnais. Depuis 98, donc vous poursuivez cette aventure, alors malheureusement, mais cette aventure riche et féconde seule. Votre travail et vos réflexions sont de plus en plus reconnus dans le monde. Et c'est vrai que pour pouvoir faire cette petite présentation, j'ai été à la fois sur le net, vous lire, et effectivement le fait que vous soyez une femme n'est pas un détail anodin. Alors les réalisations, j'en ai listé quelques-unes. Alors j'ai mis par contre celles qui me plaisaient plus que les autres, donc je me suis permis comme ça. Donc, la Banque Populaire de l'Ouest à Rennes en 90, le Centre de contrôle autoroutier de Nanterre en 96, le Centre de recherche de Saint-Gobain à Aubervilliers en 2001, le Flat Unlimited, donc l'appartement à Pékin en 2004, le Greenland Pavillon de Shanghai en 2007, Macro, le Musée d'art contemporain de Rome en 2010, ça j'ai bien aimé en plus, le FRAC. Ouais, en plus. Non, mais des fois j'adorais, j'étais surpris. Et puis des fois, j'avais même du mal à faire le lien entre toutes les esthétiques développées, mais c'était ça qui était assez amusant. Le Fonds régional donc d'art contemporain, je le disais, de Bretagne, ou le siège de JL Event, à Lyon en 2014. Donc des projets effectivement bien singuliers. Quelques prix aussi que vous avez eu. Et d'ailleurs, on va voir que le fait que vous soyez architecte femme n'est pas anodin, puisqu'Aurélie Filippetti, en 2013, vous distingue avec le prix de la femme architecte, que je dis ça bien. Et puis j'ai noté aussi le Lion d'Or de Venise en 96, et puis une chose assez amusante aussi, donc vous êtes élu créateur de l'année du salon Maison et Objets. Donc, et là on voit bien à la fois l'objet, l'architecture, la femme, l'engagement. En parallèle de votre activité d'architecte, donc d'une agence d'une vingtaine d'employés, vous avez toujours enseigné l'architecture, et ça dans des écoles internationales et prestigieuses, à Londres, à la Bartlett School à Londres, à Columbia à New York, et puis j'ai noté aussi les Beaux-Arts de Vienne et de Düsseldorf. Donc voilà, selon moi, quand je vois effectivement les cours que vous donnez, évidemment, ça va forger chez vous une forte culture de l'innovation, un goût un peu prononcé, exagéré parfois même pour l'expérimentation en architecture. Bah oui, c'est pour vous faire réagir déjà, quoi. Et puis évidemment un goût prononcé pour la multidisciplinarité. Et là effectivement j'ai vu quelque chose d'assez contraire au modèle français qui prône dans l'enseignement quelque chose d'une pédagogie plus ou simplement professionnalisante, mais qui n'ouvre pas, on va dire, au monde comme vous allez nous expliquer un peu plus tard. Aussi une chose que j'ai notée, vous remettez sans cesse en question le métier d'architecte,
Il y a vraiment une intranquillité fondatrice, en tout cas, dans ce goût pour remettre, normalement. Mais voilà, vous devenez directrice de l'école spéciale d'architecture en 2010 jusqu'en 2013, alors que vous réformez sur le modèle peut-être plus anglo-saxon, en tout cas, et que vous considérez comme plus agile. Et là, toujours avec, selon moi, un temps d'avance. Vous venez donc d'ouvrir la première école privée d'enseignement d'architecture à Lyon, qui fait couler beaucoup d'encre. C'était en septembre dernier, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Vous l'avez appelé cette école Confluence, et je le dis en anglais, donc Institute for Innovation and Creative Strategies in Architecture, développant quelque chose que vous formulez et que vous allez peut-être nous expliquer un peu plus tard, qui est l'architecture thinking. Mais nous y reviendrons. Cette école, c'est un peu une bombe dans le paysage français. Vous êtes une défricheuse d'idées, toujours en alerte. Là, c'est la conclusion de ma présentation et c'est un petit peu un compliment. C'est un petit compliment quand même. Donc vous êtes une défricheuse d'idées, toujours en alerte, battante. Moi, maintenant, je commence un peu à vous connaître et je vous trouve très généreuse. Et vous pensez une architecture permettant avant tout de replacer l'humain au cœur de l'urbain, en donnant à ce dernier un mot que j'ai trouvé assez inédit, le confort qu'il mérite. Et puis alors, je me permets une petite métaphore, mais même si... Donc vous vivez votre métier comme une aventure dont l'objectif consiste, en tout cas selon moi, comme pour un navigateur, à poursuivre un horizon, à travers un parcours qu'il faut toujours négocier. Vous êtes une négociatrice, avec des éléments très différents, comme le client, le budget, le site, le sens. Et, et ça, je reprends un mot de Claire qui m'a aidé à formuler tout ça, comme le fait un peu le marin avec le vent, les vagues, et à nouveau l'horizon. Donc, voilà. Alors ma première question, elle est taquine. C'est que vous inspire finalement l'architecture aujourd'hui et que lui manque-t-il? En très peu de mots, bien sûr. C'est un peu large. Que manque-t-il à l'architecture? Eh bien, effectivement se re-questionner en permanence, de remettre l'humain dans l'architecture, parce que je trouve qu'aujourd'hui, la façon dont le monde a fabriqué des professionnels de l'architecture et les écoles et finalement le monde des clients a fabriqué ça, des professionnels, on a oublié que l'architecture était une discipline et que cette discipline, elle était tellement large et tellement vaste qu'elle pouvait vous emmener à l'aventure et exercer de multiples métiers. Parce qu'elle vous amène à vous... Enfin, je pars un peu dans n'importe quel sens là. J'essaye de dire que, en fait, oui, qu'il faut repositionner l'humain parce qu'il y a une chose qui m'insupporte totalement, c'est le système de la starification de l'architecte et de l'objet architectural. Parce que il y a des architectes qui font des bâtiments comme ils feraient des chaussures. Et ça veut dire que ça peut être n'importe où, n'importe quoi, et toujours le même, et c'est pas grave. Alors que pour moi, un bâtiment, c'est d'abord un endroit, c'est d'abord un bâtiment dans un espace, dans un lieu, et que ce lieu, il détermine l'espace. Donc on ne peut pas le répéter ailleurs. Donc ce sont toujours des objets singuliers, ce sont toujours des objets, j'espère, expérimentaux, et ce sont toujours, quelque part, pas des prototypes, mais des Formule 1. Parce que ce sont des bâtiments qui ne se répètent pas, donc ce n'est pas du prêt-à-porter, l'architecture. Mais avec toujours une attention très importante de l'environnement. Finalement, c'est ce qu'on voit d'ailleurs. Enfin, c'est toujours lié à un lieu. Exactement. Donc comme c'est lié à un lieu, c'est lié à un contexte, qu'il soit social, économique, juridique, réglementaire, culturel, etc. Bien sûr. Mais alors pourquoi il vous a fallu quand même... Enfin, pourquoi il est apparu de manière aussi impérieuse la nécessité de créer une école d'architecture? Est-ce que finalement... Parce que j'avais plus le choix. Voilà. Non, mais c'est ça. Non, parce que j'avais plus le choix parce que j'avais déjà eu cette idée de créer une école d'architecture en 2006, lorsque je trouvais que l'école spéciale où j'enseignais déjà à l'époque ne se donnait pas la possibilité de changer et d'évoluer, alors que c'était une école privée dont la structure était assez légère pour pouvoir se transformer. Et donc, il ne se transformait pas. Et comme le nouveau directeur qui avait été nommé à l'époque, qui arrivait de l'extérieur, je me suis dit, il va changer les choses. Il ne les a pas changées. J'ai convaincu un groupe de profs de créer une nouvelle école. Donc, on a commencé à travailler là-dessus en 2006. Et puis, il a démissionné. J'ai été élue, donc je suis restée. Et j'ai essayé de changer l'école spéciale. Puis, j'ai dû en partir en 2012. Et le soir même, comme tout à l'heure Claire me demandait quand est-ce que ça t'est venu cette idée-là, eh bien le soir même du jour où j'ai démissionné, on a été allé prendre un pot un peu déprimé avec quelques profs, et on a dit, mais si on en faisait une autre, et si on en inventait une autre, et donc on est parti à l'aventure immédiatement. Donc ça date d'il y a 2 ans,
Et à ce moment-là, c'est vrai qu'au départ, on a pensé une école d'architecture par rapport à faire une école d'architecture. Donc, le modèle presque normal, je dirais. Et puis petit à petit, à force de lecture, à force de voyage, à force d'aller dans d'autres écoles dans le monde entier, petit à petit, je me suis dit que ce n'était pas possible et qu'il fallait faire bouger ça. Et qu'il fallait regarder les nouvelles technologies, regarder la façon... C'est vrai que je suis tombée dans les makers en cours de route parce que grâce à un industriel en Italie qui m'a dit que je devrais lire Makers de Chris Anderson, j'ai lu et chaque fin de chapitre, je voulais devenir entrepreneur moi-même. Donc je trouvais ça fantastique. Donc je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On doit obligatoirement faire ça quand on est architecte. On doit obligatoirement penser à ça. Parallèlement, on commençait à parler beaucoup des MOOC et de l'enseignement online et tout ça. Je me suis dit, mais une école d'architecture doit, de toutes les façons, tout remettre en question. Et le fait de créer une nouvelle école, ça permet de tout remettre en question. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la pédagogie? Qu'est-ce que c'est l'enseignement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel rapport entre un enseignant et un étudiant? Quel est le rapport entre une structure d'école et le monde extérieur? Et comment on peut injecter dans la discipline de l'architecture d'autres disciplines? Alors évidemment, toutes les écoles me disent, mais nous aussi on fait du transdisciplinaire. Oui, certes, en faisant du transversal. Certes, on a travaillé sur l'urbanisme, le paysage, le design, et puis toutes les disciplines qui sont liées à l'architecture intrinsèquement. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres choses. Il y a aussi les neurosciences. Parce que les neurosciences, c'est le rapport du corps à l'espace. Et c'est la façon dont le corps interagit avec l'espace. Voilà, là, peut-être pour clarifier, effectivement, il y a un certain nombre de thématiques en fait, qui vont sous-tendre l'enseignement de cette école. Il y a 5 thématiques principales, je dirais. Puis on peut rajouter, parce que tous les matins, on peut en inventer une autre. Donc il y a les neurosciences, il y a l'action sociale. Je dis bien l'action sociale et non pas la sociologie. Parce que l'action sociale, c'est une façon d'agir dans le monde. La sociologie, c'est une façon de réfléchir sur le monde. Pour moi, c'est ce qui m'apporte, c'est l'action dans le monde. Parce qu'un architecte ou quelqu'un qui a fait des études d'architecture, c'est quelqu'un qui doit être capable d'agir dans le monde, qui doit pouvoir être engagé, qui doit pouvoir prendre position et qui est capable de changer le monde. Et qui n'a qu'une seule chose dans la tête, c'est on doit changer le monde. Et on doit lui permettre d'avancer. C'est la politique. C'est aussi un peu la politique. C'est la politique, mais moi je ne toucherai pas à la politique. Pas au sens partisan. D'accord. Et puis il y a aussi effectivement les neurosciences et la physique. Oui. Et la pourquoi physique. des disciplines aussi scientifiques? Non, les choses physiques. Les choses physiques. Tout ce qui est physique, tout ce qui est la matérialité. Tout ce qui est parce qu'en fait en architecture, on vous enseigne les techniques, on vous enseigne parfois les matériaux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la matérialité. C'est ce qu'on appelle en anglais la physicality. C'est-à-dire ce qui permet de rendre compte de la matière. Et ce qui vous permet de rendre compte de la fabrication par la matière elle-même. C'est-à-dire que ce soit aussi bien au niveau de la terre, donc de la géologie, de la géographie, mais aussi tout ce qui est la matière. Et donc l'évolution, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies qui vous permettent d'inventer de nouvelles matières, vous permettent aussi de penser de nouvelles façons de construire, vous permettent aussi de penser, et tout ça, ça s'enchaîne. Ça fait la ville du futur. Et ça fait la ville du futur, évidemment. D'accord. Et, ce que je me disais aussi, c'est que, en fait, ces thématiques, effectivement articulées entre elles, elles sont aujourd'hui aussi des secteurs de plus en plus porteurs sur le plan entrepreneurial. Et là, j'essaie de faire le lien en fait, avec cette école qui finalement forme autant des architectes, mais que des citoyens, que des entrepreneurs. Mais finalement, cette école, elle va servir à beaucoup de choses en fait. Hein. Oui, mais j'ai dit aux étudiants quand ils sont arrivés, je leur ai dit, je veux qu'à la fin de l'année, vous soyez convaincus que vous allez devenir des entrepreneurs. Parce qu'un architecte, s'il n'est pas entrepreneur, je me demande à quoi il sert. Parce qu'il doit être entrepreneur pour agir dans le monde, parce que c'est son boulot, c'est son métier. Il doit s'occuper des humains. Vous vous rendez compte? Il faut s'occuper du confort des humains, il faut agir pour eux. Donc ça veut dire inventer des nouvelles façons pour aider. Alors, et justement, sur ces nouvelles façons de faire, on vit a priori une époque relativement formidable, puisqu'on est sur le collaboratif à tout va, le règne du do-it-yourself, et puis l'avènement d'un outil tout à fait particulier sur lequel moi je voulais vous faire réagir, c'était l'imprimante 3D. Puisque effectivement, et l'autoconstruction. Oui. Et alors ça, qu'est-ce que ça vous inspire en fait? J'adorerais imprimer voilà, je sais, dans les questions du tweet, il y a est-ce que vous voulez imprimer votre maison? Bien sûr que je voudrais imprimer ma maison. Parce que c'est formidable. Vous n'êtes pas obligé de faire comme le Chinois là, qui fait une boîte avec un toit. Il n'a pas encore réussi à imprimer les fenêtres, ça c'est le problème. C'est bien parce qu'il y a encore un truc à inventer. Mais en fait, on peut inventer toute forme de maison. On peut imprimer toute forme de maison. On n'est plus obligé de travailler avec des murs verticaux, avec des toits. La fonction oblique de Claude Parent va enfin pouvoir se faire avec Virilio.
et puis on va pouvoir développer du territoire, on va pouvoir développer plein de choses, on va pouvoir développer une autre architecture, et puis la penser en 3D directement, c'est qu'on va même pouvoir penser la ville en 3D. Mais par exemple, moi, on me met une imprimante 3D entre les mains, je dessine ma maison, je pense qu'elle va ressembler à un dessin d'enfant de 4 ans. Eh bien, on va vous faire, venez à l'école, et puis on va vous expliquer comment on peut faire autrement. Alors je sais que notre temps est un peu compté, on avait décidé d'être un peu bref pour pouvoir en fait pouvoir échanger avec vous et avoir des questions. Et moi il y en avait une dernière parce que je la trouvais très très stimulante, mais vous êtes en train d'inventer en tout cas un concept à partir à la fois de ces nouveaux enseignements et puis de la prise en compte de ces nouvelles, on va dire, tensions sociétales qui permettent l'autoconstruction, le collaboratif, qui est l'architecture thinking. Un peu sur le modèle du design thinking. Et, voilà, donc oui. Voilà, et peut-être poser cette thématique plutôt sous forme de plein de questions qui peuvent peut-être stimuler les auditeurs. Il y a une chose qui commence à m'agacer un peu. Au début, je me suis intéressée au design thinking, effectivement, dont on a commencé à parler il y a 6 mois, 8 mois en France. Et j'ai lu beaucoup de choses dessus. Et puis, au bout d'un certain temps, ça a commencé à m'agacer. Je me suis dit, mais pourquoi on dit design thinking? Pourquoi on ne dirait pas architecture thinking? Parce qu'architecture thinking, dès qu'on dit architecture thinking, c'est beaucoup plus puissant, pour moi. Puisque quand on parle de design thinking, et vraiment quand vous regardez tout ce qui s'écrit là-dessus, comment ça s'enseigne, c'est qu'on travaille sur la forme. Alors moi, la forme ne m'intéresse pas. La forme, elle n'est que le résultat d'un processus de pensée, que d'une façon de penser. Donc, à penser l'architecture, on va à l'intérieur, on va dedans, on va à l'essence des choses. Donc on travaille à plusieurs échelles à la fois. On travaille du plus petit au plus grand en même temps. Et on questionne de façon toute la complexité du monde en même temps. Donc ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus puissant que simplement ce qu'on appelle le design en France. C'est pas toujours la même chose avec les États-Unis. Et donc c'est pour ça que je dis maintenant architecture thinking. Et si on faisait tous de l'architecture thinking, je pense qu'on changerait le monde. Très bien. Merci Odile. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en. Je pense que j'aurais une question et j'espère que la plupart des gens présents dans l'audience se la posent aussi. Vous parlez d'architecture thinking, mais peut-être pouvez-vous expliquer un petit peu plus le concept? Est-ce que vous savez d'abord ce que c'est que le design thinking? Non. C'est l'application à tous les modes, à tous les processus, que ce soit les processus industriels, les processus de réflexion sur le monde, même les processus politiques, de la façon de penser des créateurs dans le design. C'est-à-dire ça vient de l'université Stanford à l'origine, si je ne me trompe pas, et c'est une façon un certain nombre de gens ont trouvé que la façon dont les créateurs, et en particulier les designers, réfléchissaient, c'est-à-dire réussissaient à mettre ensemble un certain nombre de questions, qui soient aussi bien des questions de matière, des questions de forme, des questions de besoin, des questions de société ou des questions culturelles. Et le processus de réflexion du créateur en design était un processus intéressant pour résoudre des questions d'aujourd'hui. Et qui sont d'une autre nature que simplement le monde de la finance, par exemple, qui nous gouverne aujourd'hui, le monde de l'économie, le monde de l'entreprise basique qui produit des produits. Et quand je dis, mais je pense que se limiter à dire design thinking, c'est pour ça que je dis que c'est un peu pour moi trop limité, parce que la façon dont on explique, c'est la façon dont on fabrique de la forme, c'est-à-dire qu'on fabrique de l'objet qui est par sa surface extérieure. Quand on parle de l'architecture, on ne parle pas que de l'extérieur. On parle de l'intérieur, de l'extérieur, du petit, du grand, etc. à la fois. Et c'est pour ça que je dis qu'un architecte, quand il pense, et s'il réfléchit intelligemment, il va à la fois intégrer énormément de questions qui sont extrêmement complexes, qui vont aussi bien du domaine juridique, du domaine réglementaire, du domaine économique, du domaine territorial, du domaine politique, du domaine de la sociologie, du domaine culturel, etc. à la fois. Donc c'est extrêmement vaste. Et il est obligé d'en faire une synthèse pour produire quelque chose qui va avoir une forme d'efficacité, mais d'efficacité pour des humains, et en même temps apporter un mieux, et apporter quelque chose en plus. Et le question en plus, c'est l'architecture. C'est-à-dire que c'est pas simplement construire quelque chose, c'est donner quelque chose en plus qui vous fait du bien. C'est comme l'art, c'est la dimension presque artistique, mais ça vous fait du bien. Et bien l'architecture aussi, ça doit vous faire du bien, ça ne doit pas vous faire du mal. Ça fait trop souvent parfois du mal. Ça doit vous faire du bien. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que l'architecture thinking, c'est encore plus puissant que le design thinking. Bonsoir. Je ne suis pas certaine d'être d'accord avec vous sur cette définition.
Je pense que vous avez raison, l'architecture a besoin de s'inscrire dans un contexte. Mais le design s'inscrit aussi dans un contexte. Sans contexte, il ne peut pas. Donc, quand on parle de design thinking, on parle aussi de prise en compte d'un contexte, prise en compte de l'humain, mettre l'humain au centre et faire en sorte que les produits qui en dérivent, qu'ils soient matériels ou immatériels, soient convenables pour tout le monde. Je suis d'accord. Voilà. Donc, vous parlez de produits, alors que moi, en architecture, je ne parle jamais de produits. Oui, peut-être que produit n'est pas le mot exact qu'on peut employer, mais en fait, c'est pour l'individu. Et l'individu est au centre du processus de création. Oui, il n'est pas en dehors. Bien oui, sûr. on espère. Après, il y a des dérives. On est d'accord sur les dérives. Là, il y a juste une distance d'échelle entre le design et l'architecture. Le design, vous pouvez le prendre dans la main. C'est proche du corps, ça vous touche. On est d'accord. L'architecture, c'est un peu plus large. Non, je conteste un peu l'effet que vous disiez que l'architecture soit beaucoup plus vaste. Plus puissante, elle est tout aussi importante que le design. Et je pense que si on prenait en compte plus l'humain dans l'une comme dans l'autre, les usages et l'homme, on serait bien plus heureux. Voilà, c'est simplement. Oh non, mais ça, d'accord, totalement d'accord. Et comment vous la voyez vraiment, la ville du futur ? La ville du futur, connectée. Je ne sais pas quelle est la forme. Je ne sais pas on m'a déjà posé la question la semaine dernière, quelle est la forme de la ville de demain ? Et je dis la question, il n'y a pas de forme à la ville de demain. L'intérêt de la ville de demain, c'est qu'elle va permettre la connexion. C'est-à-dire que ça va permettre... autrefois, on pensait la ville comme un système. On pensait la ville comme une forme, puis ensuite comme un système. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la ville, c'est un système de connexion et de relation. Et donc, je ne sais pas à quelle échelle elle fonctionne. Parce que vous pouvez très bien fabriquer de la ville en ayant des choses qui sont à distance les unes des autres. Mais c'est le réseau de relations qui va s'instaurer et qui va permettre aux gens de fonctionner ensemble, qui va fabriquer ce qu'on va appeler de l'urbain. Mais ce n'est pas forcément de l'urbain proche, même s'il peut y avoir des zones d'urbain proche. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, la ville de demain, elle est obligatoirement en connexion. Quand vous pensez avec votre téléphone portable, aujourd'hui, avec votre pouvoir travailler à partir de là. Vous pouvez aussi avec votre téléphone, vous pouvez faire tellement de choses que la ville, elle doit être autre. Elle n'est pas simplement une surface sur laquelle on pose des bâtiments. Elle est aussi des connexions verticales et des connexions dans tous les sens. C'est celle de demain, c'est pas celle d'aujourd'hui. Pas encore. Bonsoir. Je m'interroge sur le lien entre l'architecture thinking et ce dont on entend de plus en plus parler, à savoir la notion d'expérience. C'est-à-dire que vous disiez que les entreprises concevaient et produisaient ou fabriquaient des produits. En fait, de plus en plus, elles se positionnent sur le concept d'expérience pour justement intégrer de façon complète ou holistique, disent certains, alors l'usager, enfin les usages, pour ne pas dire non plus le consommateur, mais donc finalement cette architecture thinking, est-ce que c'est pas justement, ça correspond pas justement à ce passage du produit à l'expérience en tant que nouvel objet qu'on vend. Enfin, je ne sais pas si le mot objet est correct. L'architecture, non, ce n'est pas des objets, j'espère. Mais bon, oui, parce que dans le design thinking, on parle d'expérience d'ailleurs. On parle du processus d'expérience et de la relation et du retour de l'expérience avec les humains, bien sûr. Mais dans l'architecture aussi, bien sûr. Oui, c'est aussi expérimenter ça. Parce que, enfin, dans les écoles d'architecture aujourd'hui, mais je vais me faire tuer si je dis des choses pareilles, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Là, on enseigne aux étudiants à construire des bâtiments, à dessiner des bâtiments. Mais on leur enseigne pas assez à penser à l'humain, à se dire que ce qu'on fait, c'est pour des humains, mais qu'on peut rêver, qu'on peut inventer, qu'on peut projeter, qu'on peut expérimenter, mais que c'est toujours pour des humains. Et effectivement, j'ai l'impression quand on dit ça, que c'est vraiment être très, très, très archaïque. Parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on pensait auparavant et qu'on l'a oublié en cours de route. Et qu'on a eu la pensée des tableurs Excel
de l'économie de la finance qui a oublié justement la dimension de l'humain. Et il est grand temps de mettre tout ça par terre, non ? L'humain, en même temps, on ne sait pas forcément... c'est très abstrait, mais et en fait, les entreprises... L'humain, c'est pas très abstrait. C'est fait de chair, de sentiments, de réflexion, de réaction et un peu de virus, etc. Du corps, quoi, oui. Du corps, voilà, oui. Mais du corps et de la tête. Et la tête, elle réagit. Les deux vont ensemble. J'espère. Mais enfin, les entreprises, justement, elles s'intéressent quand même de plus en plus à, entre guillemets, à l'humain, enfin, c'est-à-dire à l'usager. Enfin, vous voyez, il y a un peu, il y a toujours une certaine ambiguïté entre l'intérêt affiché des entreprises pour l'humain, à savoir l'usager, donc le consommateur, et je vais absolument, grâce aux réseaux sociaux... Vous n'avez pas l'impression que quelquefois c'est totalement hypocrite dans la façon dont c'est annoncé ? Si, justement, mais... La plupart du temps, oui, tout à fait. C'est un espèce de discours appliqué sur, mais ce n'est pas la réalité de la chose qu'on va vous produire. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais précisément, en même temps, l'entreprise, justement, cherche à ne... Enfin, l'entreprise, en même temps, j'ai rien contre les entreprises, au contraire. Donc, justement, être entrepreneur, c'est très bien, mais donc être entrepreneur, quand on est entrepreneur aujourd'hui, on a envie, justement, de bien comprendre le besoin, entre guillemets, de l'humain, donc de son client, de sa cible, dira-t-on, et donc d'utiliser, justement, tout ce qui est connexion dans la ville pour comprendre le comportement et produire l'expérience exacte attendue par... Mais vous vous tromperez toujours, et c'est pas grave. Oui. Vous vous tromperez toujours de toute façon, parce que vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde, quelles que soient les meilleures études que vous pourrez faire. Vous ne pourrez jamais trouver le produit qui satisfera et qui satisfera tout le monde. Donc vous ferez des erreurs, vous vous tromperez, et vous serez obligé de continuer à chercher. Et vous serez obligatoirement de fabriquer d'autres choses et de faire évoluer votre produit. Donc de toutes les façons, l'avantage d'être des humains, c'est qu'on se trompe. Et que comme on se trompe, on recommence. Et on réexpérimente. Et c'est ça qui est formidable, c'est ça qui nous fait avancer. Donc, de toutes les façons, c'est pas parce que vous aurez fait toutes les analyses sur les humains et sur la ville que vous aurez trouvé le produit magique. Ça n'existe pas. Bonsoir. On parle beaucoup de comment créer la ville du futur. Est-ce que vous avez une vision sur comment la ville du futur va vieillir et doucement se délabrer C'est déjà même pas le futur, c'est encore au-delà. Voilà, c'est un petit peu ça. On voit souvent ces collections de photos, par exemple, de grands stades créés pour les Jeux Olympiques qui une quinzaine d'années après, sont à l'abandon et inutilisés. Et comment est-ce que la ville du futur vieillira ? Comment la ville du futur vieillira ? Mon Dieu, faut que je me projette dans 100 ans carrément. Je ne sais pas, j'espère que ces grands stades qui sont délaissés ou abandonnés ou qui vieillissent mal, on va pouvoir s'en emparer et en faire autre chose. Mais le pire de ce que j'ai vu, c'est Athènes, avec tous les équipements sportifs qu'on m'a fait visiter, qui, un an après les Olympiques, étaient en train de pourrir sur pied parce que personne ne les utilisait, il n'y avait pas d'argent pour les faire fonctionner. Il y avait toujours quelqu'un qui ouvrait la porte et qui était là pour payer pour le garder, ce qui est hallucinant. Et donc, on se dit, mais comment on pourrait s'en emparer pour en faire autre chose, pour en faire des logements, pour y mettre des gens qui vont habiter, qui vont fabriquer d'autres choses, qui vont faire des entreprises là-dedans, qui vont vouloir créer quelque chose. Mais il y a le politique qui intervient et le politique qui vous interdit de le faire. Donc changeons le politique, n'est-ce pas ? Mais moi, si je comprends bien, la ville du futur, elle va très bien vieillir, puisque de toute façon, les architectes vont être formés dans cette école. Et ils vont intégrer forcément les processus de vieillissement des matériaux, de l'homme, de la manière dont son confort évolue. Le mieux, j'espère, mais encore une fois de plus, ne nous trompons pas, ne nous leurrons pas, nous ne serons que des humains, donc des gens qui se tromperont. Bonsoir. Je voulais juste revenir sur votre définition du design que je trouvais assez restrictive parce qu'aujourd'hui justement le design ne se limite plus qu'à l'objet et l'objet est plus un prétexte pour propulser de nouveaux scénarios d'usage ou des choses comme ça. Il y a aussi vachement de design
ça passe par les plateformes, vous parlez de villes connectées, et je pense que justement, tous ces objets connectés, ces connexions, peuvent justement être impulsés par le design notamment, et que c'est peut-être plus en collaborant qu'en mettant de côté le design par l'architecture. Je suis tout à fait d'accord. Mais la seule chose, c'est que je suis très agacée d'entendre parler que de design thinking, et moi je veux parler d'architecture thinking. Parce que je veux remettre la place de l'architecture quelque part en premier. Enfin, pas en premier, mais en tête. Quelque part pour dire que ça existe aussi. Parce que l'architecture aujourd'hui, c'est le truc qu'on met dans un coin. Voilà. Mais je suis d'accord et je suis prête à collaborer avec le design. Il n'y a pas de souci. Bonjour, vous parlez de la ville du futur connectée. Est-ce que vous voyez dans la ville du futur les connexions, c'est-à-dire par exemple des cartes intelligentes, des puces intelligentes, intégrées directement en amont de projets architecturaux? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Mais j'ai toujours rêvé qu'un jour les enfants naîtraient avec des puces dans la tête et qu'ils seraient eux-mêmes directement connectés. Enfin bon, je dis souvent des bêtises, c'est vrai, mais de la même façon que j'ai toujours rêvé de voir la téléportation arriver. Enfin bon, bref. Mais non, mais parce que je pense qu'il faut rêver. Je pense qu'il faut penser et utiliser tout ce qui se trouve. Mais là, aujourd'hui, je dis la ville connectée. Peut-être que dans 10 ans, on parlera d'autre chose et que ça sera une autre ville du futur qu'on imaginera. Parce que ce qui est intéressant, c'est que justement, à partir du moment où on parle de futur, c'est qu'on est obligatoirement toujours en train d'être curieux de tout ce qui se fait autour de nous pour pouvoir continuer à imaginer, faire les connexions qu'on veut faire entre les choses qui arrivent et pour inventer pour demain. Donc là, aujourd'hui, je dis la ville connectée, demain, ce sera peut-être une autre ville dont on parlera. Mais vous savez, il y a bien déjà les frigos avec la puce, hein, donc on ne voit pas pourquoi on n'aurait pas la maison avec la puce. Mais vous savez, je vais vous raconter une histoire. En 1991, j'ai fait un concours pour le siège social d'Apple Europe à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et ça, c'était absolument fascinant comme concours, parce qu'il n'y avait pas de programme. On m'a emmené chez Apple, dans la banlieue, et on m'a montré un film. On m'a projeté pendant 2 heures un film. Il y avait Steve Jobs qui parlait, il y avait plein de choses. Et j'ai vu ce qu'on voit aujourd'hui, à l'époque. J'ai vu la tablette iPad. En 1991, c'était un projet, c'était pas quelque chose qui existait. Mais on nous racontait comment on allait vivre demain. On voyait quelqu'un qui arrivait chez lui le soir, qui avait sa porte qui s'ouvrait, sa maison qui lui avait parlé, qui avait tout préparé. Il avait tout parlé à partir de sa voiture, il avait parlé à sa maison avait tout préparé. La maison avait préparé. Hein. Et quand il entrait, il y avait une tablette posée dans l'entrée qui disait « Bienvenue, monsieur machin », je ne sais plus comment il s'appelait, et qui commençait à dire « Voilà, ce soir, je vous ai préparé puisque vous avez voulu faire ça, donc voilà, le four est en marche, etc. » Mais ce sont des choses qu'on voit aujourd'hui, mais moi, je vous parle de 1991. Donc, je pense qu'il y a quelque part dans le monde d'autres sociétés qui sont déjà en train d'imaginer la ville du futur, cette façon de vivre demain. Donc, c'est ça qui est formidable, c'est que tout d'un coup, j'avais découvert qu'il y avait des gens qui étaient en train d'imaginer quelque chose qui n'existait pas encore et quand j'ai vu arriver l'iPad, je me suis dit, mais je l'avais vu dans ce film, et pourtant il n'existait pas. Merci Odile. Comme ultime phrase, puisque finalement, c'est moi qui fais la conclusion, mais c'est pour vous citer. Mais en fait, vous avez dit que la ville de demain, parce que vous utilisez peu le mot de futur, mais que la ville de demain sera la ville des opportunités inimaginables. C'est ça. Merci à tous. Non, parce que le futur, c'est trop loin. Mais on peut y rêver, par contre.